Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur l'aparté numéro 25 de l'étape qui va être consacrée à l'égalité professionnelle avec un focus sur la carrière des femmes. Avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur l'étape. L'étape, c'est l'espace de travail des agents publics. C'est un lieu physique qui a été créé au niveau du 9e arrondissement de Paris et qui accueille, c'est un espace de coworking qui accueille en fait les agents publics à la fois pour télétravailler, mais également pour travailler en commun et puis faire connaissance. C'est vraiment un lieu d'échange et un lieu de mélange des cultures ministérielles. L'étape, du coup, bien sûr, lieu physique aujourd'hui fermé, hein, en crise sanitaire oblige malheureusement. Mais du coup, ça nous a donné l'occasion de créer effectivement les apartés, qui sont ces temps d'échange autour d'un thème spécifique, plutôt innovant. Et le thème d'aujourd'hui, l'égalité professionnelle, malheureusement reste encore un thème innovant, puisqu'on n'a pas encore avancé suffisamment et progressé suffisamment sur ce thème-là. Et du coup, on aurait aimé effectivement présenter ce thème sous le sens super, on l'a fait, mais on est plutôt sur le thème, il y a encore du boulot à faire, et c'est pour ça que c'est important effectivement de parler de cela. Pour animer et présenter ce sujet, nous avons la grande chance d'avoir la présence d'Isabelle Bonnet-Muret qui va animer cet atelier et qui va présenter effectivement le thème. Alors Isabelle, vous êtes formatrice et enseignante et également réalisatrice documentaire, vous en parlerez plus longuement et mieux que moi. Et vous avez un documentaire notamment qui est tout à fait en lien avec ce thème-là, qui est l'entreprise et les femmes, sur le thème du plafond de verre que vous avez réalisé en 2015. Tout à fait. Merci beaucoup pour De cette rien. introduction. Merci aussi pour l'invitation. Je suis ravie que ce sujet-là soit de plus en plus pris en compte, notamment au sein de l'État. C'est un bon signe. Moi, ça fait des années que ce sujet-là me préoccupe. Et effectivement, dans ma carrière, il est central. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs activités, mais donc je suis réalisatrice de documentaires, comme vous l'avez dit, enseignante et formatrice. Mais au cœur de chaque activité, il y a quand même ce qui me tient à cœur, c'est l'engagement vis-à-vis de causes qui me sont chères et notamment l'égalité. Alors l'égalité sous toutes ses formes, l'égalité professionnelle, c'est vraiment l'activité, le sujet qui me préoccupe le plus, mais il y a aussi l'égalité des chances. Donc j'ai réalisé aussi un film qui s'appelle Réenchantons l'école sur cette thématique-là. Donc le fil directeur de ma carrière, c'est la défense peut-être des droits des femmes aussi. J'avais aussi réalisé un film sur l'instinct maternel, donc voilà, des thématiques féminines qui m'animent. Alors aujourd'hui, on est réunis pour prendre conscience des freins à la carrière des femmes et que je vous propose déjà des pistes, des leviers à mettre en œuvre pour que les femmes progressent dans leur évolution professionnelle. Alors en 50 minutes, je ne vais pas révolutionner le sujet ni faire bouger les choses, mais au moins je sème une graine et c'est une ouverture pour que vous ayez envie de creuser davantage. Au niveau de mon parcours, je pense que j'ai été moi-même confrontée au plafond de verre. Je pense qu'on ne peut pas en parler tant qu'on ne l'a pas vécu de l'intérieur, je pense. Enfin, en tout cas, on ne peut pas en parler de la même façon. Le plafond de verre, c'est quelque chose qui se vit au quotidien pour certaines femmes, pas toutes, heureusement. Et je l'ai vécu notamment à l'arrivée de mon premier enfant, où j'étais assistante réalisatrice. Je travaillais beaucoup à l'étranger. Et dès que j'ai annoncé que j'étais enceinte, mon téléphone n'a plus jamais sonné. Et donc, j'ai rebondi, en fait, après une période de doute, j'ai rebondi en souhaitant devenir réalisatrice, en me disant, si personne ne veut me donner du travail, c'est moi qui vais en donner aux autres. Et j'ai proposé un film sur l'instinct maternel. Et France 2 l'a produit. Et je suis devenue réalisatrice et j'ai donné du travail à une centaine de personnes. Donc, c'est juste un exemple pour vous donner pour vous parler de mon parcours. En plus, dans le milieu de l'audiovisuel, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. En tout cas, j'ai fait une école de cinéma, il y avait un tiers de femmes seulement.
J'ai tout entendu, tout vécu. Des moments où j'étais technicienne et où on changeait les pellicules dans les magasins, en fait, la caméra comporte un magasin, on change la pellicule, mais on doit avoir les mains prises dans une housse. J'ai vécu des techniciens qui avaient les mains baladeuses et à l'époque, on n'avait peut-être pas la même façon de réagir qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers davantage on est beaucoup plus vigilant. Et il y a quelques années, on n'était peut-être pas aussi capable de réagir. On laissait passer des choses qu'aujourd'hui, on ne laisserait plus passer. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent dans une vraie prise de conscience. Les problèmes le plafond de verre, c'est un problème global qui est dans tous les milieux et il existe aussi dans la fonction publique. Alors, je parle du plafond de verre, mais peut-être que je vais le définir plus précisément dès à présent. Alors, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est? Je vous propose en image, en vidéo, une définition et puis on en parle juste après. Alors, attendez, je vais recommencer le partage. Voilà, ce sera là. Alors, zut, je ne vous vois plus. Voilà, c'est parti. Voilà, avec le son. C'est bon, vous voyez le partage d'écran fonctionne? Ça fonctionne. Ok, alors je vais lancer. Au sommet de nos entreprises, les costumes cravates sont plus à la mode que les jupes. Les femmes représentent près de la moitié de la population active, mais plus on monte dans la hiérarchie, moins elles sont présentes. Cette difficulté à accéder aux postes à haute responsabilité porte même un nom, le plafond de verre. Et il pèse lourd sur la tête des femmes. Les entreprises ont-elles du mal à faire une place aux femmes ou les femmes ont-elles du mal à prendre leur place ? Difficile d'aborder le sujet. La société Auchan accepte de nous ouvrir ses portes. Reflet de la situation générale, les femmes représentent 52% des salariés de ce groupe et occupent seulement 10% des postes de direction. Et il y a seulement 10 femmes directrices pour 110 directeurs de magasins. Dis-moi, on en est où là sur les ventes de la promo sur le parmesan ? Voilà, donc l'idée, c'était avec cet extrait donc, du film que j'ai réalisé, L'entreprise et les femmes, c'est de comprendre que le plafond de verre, là, moi j'ai tourné dans le monde de l'entreprise, il est valable dans tous les milieux. L'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Les femmes représentent environ la moitié de la population active en France. Et quand on monte donc au sommet de la hiérarchie, donc soit des entreprises, soit des organisations, soit des institutions, eh bien, elles disparaissent progressivement. Voilà. C'est donc le plafond de verre. On peut dire que c'est la difficulté des femmes à accéder à des postes et à des salaires supérieurs. C'est une expression qui a été utilisée par les sociologues américains dès les années 70. Alors, dans la définition du plafond de verre, il y a l'idée du fait que les obstacles sont invisibles. Les obstacles sont invisibles à l'œil nu, ils sont difficiles à détecter, mais les obstacles, ils sont puissants. Même si on ne les voit pas, ils sont vraiment puissants. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, moi, je trouve que c'est toujours plus parlant de montrer des chiffres. Et surtout dans la fonction publique. Est-ce que on peut se poser la question, est-ce que vous aussi, dans la fonction publique, vous êtes vraiment concerné par ce plafond de verre? Alors, la réponse en chiffres. Alors, je vais faire un focus pour que ce soit plus lisible. Je vous montre en fait dans les... Pardon. Voilà, la fonction publique d'État. On a 62% de femmes. La répartition est la suivante. Vous voyez, dans la fonction publique
d'État, on est à 56% de femmes, mais quand on monte dans la hiérarchie, dans les postes d'encadrement supérieur et de direction, on ne retrouve plus que 34,5% de femmes, d'accord? Dans la fonction publique territoriale, les effectifs voilà, sont les suivants. On a 61% de femmes, mais quand on monte dans les postes d'encadrement et de direction, on retombe à 32% de femmes environ. Et dans la fonction publique hospitalière, le même phénomène se met en place. D'accord? C'est ça qu'on appelle le plafond de verre. C'est la disparition progressive des femmes quand on arrive au sommet de la hiérarchie. Alors, j'ai envie de prolonger l'expression de plafond de verre, la notion de plafond de verre avec une notion qui est peut-être moins connue pour vous, qui s'appelle les murs de verre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez? Vous pouvez interagir, en fait, ce sera plus vivant. J'ai plutôt l'habitude des interactions. Est-ce que vous connaissez les murs de verre? Est-ce que vous en avez au moins entendu parler une fois? Non. Non, 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 pas du tout. Il y en a au moins une qui connaît, normalement. Mais d'accord. Donc, en fait, l'idée… Oui. Oui, parce qu'on l'a évoqué en formation. Donc, il y a le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter plus haut. Il y a une limite invisible. Et puis, les murs de verre qui bloquent aussi l'évolution vers d'autres fonctions. Parce que justement, les freins, on le verra tout à l'heure, ils restent les mêmes finalement, tant qu'on n'agit pas sur les freins. Oui. Alors, en fait, quand on a parlé de plafond de verre, il y avait une dimension verticale, c'est la difficile ascension des femmes vers le sommet. Et là, l'expression mur de verre, c'est la difficulté des femmes d'accéder à certains domaines, à certains secteurs d'activité. Mais ça existe aussi pour les hommes. Hein. Voilà. Donc, c'est la division, en fait, l'expression mur de verre souligne la division horizontale des métiers. Et donc, voilà ce qui se passe dans la fonction publique. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans l'éducation nationale, 72% de femmes, mais dans le secteur, dans le domaine des armées, là, on est seulement à 22% de femmes. Vous voyez les chiffres? Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les parois de verre, les murs de verre. Il faut en avoir conscience parce que finalement, ce mécanisme global qui associe le plafond de verre avec la dimension verticale et les murs de verre avec une dimension horizontale, c'est désigné par les sociologues par la métaphore de la cage de verre. Alors, je suis bien d'accord que ce n'est pas une expression qu'on emploie tous les jours. Mais en fait, on parle plus globalement, plus généralement du plafond de verre. Mais c'est intéressant de savoir ce que ça cache. Parce qu'on n'a pas forcément, on y pense moins à la division horizontale des métiers. Voilà. Alors, je dresse un portrait, un tableau de la situation dans la fonction publique avant de parler des freins et des leviers. Au niveau des écarts de salaire, il y a aussi donc des inégalités. Donc la question, est-ce que chez vous, enfin dans la fonction publique, il y a aussi des inégalités salariales? La réponse, j'ai envie de… Je ne vais pas faire un sondage là tout de suite, comme ça, sur Zoom, mais vous pouvez peut-être répondre, si vous le souhaitez, à voix haute. Est-ce que pour vous, il existe des écarts de salaire entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique? Vous diriez quoi? Oui, oui, il en existe, oui. Oui. Et vous connaissez les pourcentages? Non, je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'ils existent. Alors, on va vous donner la réponse en chiffres. On va dire que les écarts sont de l'ordre de 12,3%. Alors ça, c'est des chiffres de 2018. Je n'ai pas eu de chiffres plus récents. Voilà. Alors, ça dépend du type de… Ça dépend. Dans la fonction publique d'État, c'est de 13,5%. Dans la fonction publique territoriale, ils sont un peu moindres. Et puis, en fonction publique hospitalière, on est à 20%, presque 21%. D'accord ?
Voilà, alors là, aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas expliquer d'où viennent ces disparités salariales, sauf si vous voulez absolument creuser le sujet. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Alors, parce que je préfère me concentrer sur les freins et les leviers, mais il y a des explications. Si vous voulez, on peut en parler, mais sinon, on poursuit. En tout cas, voilà ce que ça donne au niveau des chiffres des salaires mensuels. Voilà les écarts dans la fonction publique d'État. Vous voyez les chiffres de 2017. Une femme gagne 2 408 € et un homme va gagner 2 785 €. D'accord? Mensuel net. Salaire net mensuel. Voilà. Donc, je vais... Dans la moyenne nationale, en dehors de la fonction publique, on est plutôt à 24% de moins entre les inégalités salariales, un écart de 24%. Alors, les écarts inexpliqués restent quand même de 8%. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait la part salariale, l'écart salarial inexpliqué. Où il n'y a pas de... Quand on est à caractéristiques professionnelles comparables, il y a toujours ces 8% qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer donc aux freins à la carrière des femmes, qui est le thème de l'aparté, les freins et les leviers. Alors, est-ce que vous pouvez répondre soit à l'oral, soit aussi sur le chat? Est-ce que vous sauriez identifier des freins à la carrière des femmes spontanément? Après, on fera un quiz en vidéo avec des extraits vidéo. Mais est-ce que comme ça, pour vous, quels sont les premiers freins qui vous viennent à l'esprit concernant la carrière des femmes? Alors, c'est Laurent qui gère le chat. Oui. Je lance en disant la maternité. Bravo Laurent. Oui, la maternité est effectivement le premier frein à la carrière des femmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, il faut que je regarde s'il y a j'ai accès au... Non. Bon, alors, si c'est plus simple pour vous, on va le faire en vidéo. Donc, je vous propose de regarder une vidéo et puis ensuite, on s'arrête et on se dit quel frein on a détecté. Alors, il y a conversation. Il y a deux réactions supplémentaires. D'accord. Les femmes n'osent pas et le manque de confiance en soi. La première réaction, je n'ai pas entendu. Les femmes n'osent pas. Ah, n'osent pas. C'est Elena qui nous indique que ça. Et Marie-Thérèse qui parle du manque de confiance en soi. Oui, exactement. Et oui, les femmes n'osent pas, c'est un point hyper important sur lequel on peut travailler. Effectivement, elles n'osent pas. Et je rebondis un peu aussi sur les écarts salariales. Je ne suis pas entrée dans les explications des écarts, mais les femmes osent moins demander une augmentation de salaire que les hommes. Donc ça joue aussi dans les écarts. Ça se retrouve à tous les niveaux. Alors, je vous propose... Oui, pardon, Laurent. Non, juste une toute dernière, c'est Marie-Thérèse qui parle aussi de la difficulté de se repositionner après 50 ans. Ah, effectivement, ça c'est aussi un paramètre qui peut jouer dans la carrière des femmes. D'accord, Marie-Thérèse, je suis ravie que vous soyez là. Bonjour, je vous suis toujours. Voilà, donc Marie-Thérèse, je connais Marie-Thérèse qui est très active dans l'égalité professionnelle. J'avais été invitée à Dijon et à Besançon pour intervenir il y a 5 ans autour de l'entreprise et les femmes, donc on se connaît bien. Voilà, Marie-Thérèse organise énormément de rencontres autour de ces thématiques-là. Voilà, donc on va poursuivre avec les extraits vidéo et on va détecter à chaque fois un frein en particulier. Voilà, alors voilà. Donc, c'est parti pour le quiz. Je vous propose le premier extrait et on s'arrête, on discute après. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le management féminin et le management masculin, toi qui as vécu les deux? Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, sauf le jour où ça m'est tombé dessus. Et quand je dis ça m'est tombé dessus, c'est pas du cliché, je l'ai vraiment pris comme ça. Le problème pour moi, c'était d'être managé par une femme.
entre guillemets, être commandé par une femme. Je pense que c'était ça qui pouvait me gêner. Peut-être que voilà, j'avais peut-être plus de doutes. En tout cas, au départ, j'attendais peut-être plus d'elle que j'aurais peut-être attendu d'un homme. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait même drôle de m'entendre parler. Parce qu'avec le recul que j'en ai maintenant, je pense que c'est... Je connais pas, j'ai pas fini ma carrière, hein, mais je pense que jusqu'alors, c'est peut-être ma meilleure expérience professionnelle avec mon manager. Donc, faut pas désespérer. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un ancien macho qui a évolué? Oui, je suis un ancien macho repenti. Ah non, Catherine, hein. Alors là, ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris de me contredire comme ça en réunion? Vous avez vos règles ou quoi? Putain, les bonnes femmes. Le genre de blague qu'on entend régulièrement, pour moi, une femme, c'est plutôt qu'on revienne aux bonnes anciennes méthodes, la femme devant son fourneau, et c'est un peu ça. Hein, on a du mal encore à accepter qu'une femme puisse éventuellement faire carrière à un poste d'encadrement. Alors là, c'est encore plus difficile. Sur 10 hommes, vous pensez qu'il y a combien d'hommes machos? De mon point de vue, je pense que sur 10 hommes, on peut estimer, je pense, qu'il y en aura encore une bonne moitié qui serait réfractaire à l'idée, on va dire. Dans ce premier extrait, quels sont les freins que vous avez pu détecter qui entravent la carrière des femmes? Alors, vous pouvez répondre soit dans le chat, soit en levant la main, et puis c'est comme vous préférez. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la solution, la réponse, pardon. Non. C'est une idée un peu stéréotypée, comme quoi les femmes, forcément, elles renvoient plutôt une vision de faiblesse, donc pas en capacité de manager. Oui. C'est aussi une difficulté dans les emplois de managers. Souvent, à choisir entre un homme et une femme, on préfère un homme pour manager. Voilà, surtout donc... quand il s'agit d'une équipe de femmes, a priori. C'est ce que j'ai découvert encore récemment. Ah bon, on sent le vécu. Oui, donc là, dans cet extrait, on a effectivement des stéréotypes de genre, le manque de confiance des hommes vis-à-vis du management féminin, des a priori. On a donc des préjugés, on a le machisme et on a aussi le sexisme ordinaire. Voilà, ce sont des freins qui sont évoqués dans cet extrait. Je vous propose un autre extrait. C'est parti. En tant que membre de l'encadrement, je passe environ une 60aine d'heures en magasin. Ça va? Super, ça se passe bien? Au global de toute ma grossesse, j'ai pas réduit forcément le nombre d'heures de manière drastique en magasin. Il est évident que ce système de fonctionnement et ce présentéisme peut favoriser les hommes. Puisque très naturellement, la plupart, c'est plutôt la femme en général qui se charge des tâches, on va dire, ménagères à la maison, d'aller récupérer les enfants, de les emmener à l'école. Pour autant, dans notre métier, c'est très compliqué de pouvoir s'organiser autour de l'enfant et du foyer pour assurer toutes ces tâches. Je prends un exemple concret. En magasin, quand on part à 5h, 5h30 du magasin, on s'entend encore dire « bon après-midi ». Donc, dans cet extrait, qu'est-ce que vous avez pu détecter comme frein à la carrière des femmes? Oui, je vois que quelqu'un allume son micro. Non. Bon. Dans le chat, pas de réponse. Vous êtes un... Oui? Merci. La maternité et la charge mentale domestique. Exactement. Qui est proposée. Exactement. Les femmes sont encore... en fait, les femmes font encore environ 80% des tâches ménagères à la maison. Donc, et puis, il y a aussi
le fait qu'il faut effectivement être présent le plus possible. Alors là, c'est plus vraiment valable. Enfin, le télétravail bouleverse un peu la donne, mais l'idée du présentéisme a longtemps été un poids pour les femmes. Alors, on va enchaîner avec un autre extrait. Donc là, on fait un tour d'horizon de tous les freins et puis après, on verra les leviers qui pourraient les faire sauter et on fera un exercice à la fin. Avant la grande distribution, mon parcours il est vraiment atypique parce que en fait, je suis docteur en pharmacie. Finalement, le comptoir et l'officine ne me correspondaient pas vraiment. J'ai bien posé mes valises en grande distribution. Dans mon cas, le plafond de verre, d'abord, il a été de mon côté, je pense, puisque je n'arrivais pas à avoir confiance suffisamment en mes compétences pour aller dire que je souhaitais évoluer. Je me rappelle d'un entretien avec mon chef de secteur à l'époque, où je lui ai posé la question mais qu'est-ce que tu vois pour moi comme poste à l'avenir ? Donc déjà, c'est la différence avec un homme. C'est que je lui ai posé la question de savoir où il me projetait, lui, alors au lieu de dire ce que moi je souhaitais. Je suis persuadée qu'il faut quand même une forte personnalité pour s'imposer. Il faut surtout avoir confiance en soi. Et ça, chez une femme, c'est pas forcément ce qu'on remarque le plus. On est plus facilement à se remettre en question, à douter, justement. Surtout, comme on n'a pas énormément de modèles féminins, on se pose toujours la question de savoir si c'est notre place d'évoluer. Voilà, donc vous pouvez mettre les réponses dans le chat, mais je vais en parler aussi. Donc là, avec Christelle, on a plusieurs freins qui sont évoqués. Il y a notamment le manque de confiance en soi. Il y a l'absence de cap, l'absence de modèle féminin et l'auto-limitation. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres ? Elle ne se projette pas, en fait, elle attend que ce soit son supérieur qui lui propose des postes. La difficulté à se projeter, ça c'est aussi... si on ne sait pas où on veut aller, c'est difficile d'avancer professionnellement. Avoir un cap, c'est vraiment très important. Et en formation, là, le parcours long que j'anime, il y a très rapidement, dès le 2e module, un exercice où on apprend à se projeter à court, moyen et long terme. Zora, tu peux témoigner ? Oui, exactement. En fait, ça nous met en position de se centrer sur nous en tant que professionnels et de se questionner très en profondeur avec une introspection importante et les renvois que les unes et les autres, dont on peut bénéficier des unes et des autres, sur qu'est-ce qui nous freine, dont on a conscience ou pas conscience. Parce qu'il y a aussi l'autocensure et puis les choix de vie personnels, se poser la question sur comment équilibrer tout ça tout en ayant un projet professionnel clair, construit, ambitieux ou en tout cas à la hauteur de ce qu'on souhaite, de ce à quoi on aspire profondément. Pour pas que... parce qu'il y a un exercice aussi qui nous demande de nous projeter comme si on arrivait en retraite, pour pas arriver à 60 ans en se disant que la case professionnelle dans notre vie, on ne l'a pas investie à notre juste valeur, on ne s'est pas pleinement épanoui. Voilà, pour ne pas vivre au détriment, pour ne pas vivre professionnellement au détriment de quelque chose. Donc, voilà, ça nous aide à nous questionner et à agir. Parce qu'ensuite, vraiment, l'enjeu, c'est celui-là. C'est de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement et quels petits pas je mets en place avec un cap. Voilà, donc oui, pour revenir sur l'absence de cap et comment avoir des objectifs professionnels clairs sur le long terme, je propose un exercice de projection dans le futur professionnel que Zora a évoqué. C'est vous arrivez en retraite, c'est votre pot de départ en retraite, un journaliste ou une journaliste vient vous interroger sur la carrière que vous avez effectuée.
Et je propose d'imaginer la carrière idéale, la carrière de ses rêves. Et en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour certaines personnes de se projeter, même dans un rêve, même dans un exercice. Et je vous encourage à faire cet exercice. Aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que ça demande un certain temps, au moins 1 heure. Mais c'est un exercice à faire de s'imaginer la carrière idéale. Comme le jour où on est en retraite, voilà, quelle carrière on aurait eu envie de faire. On fait le point. Voilà. Donc là, j'étais déjà dans les leviers. Alors, on avance. Il y a un autre frein à la carrière des femmes. Je vais avancer un peu rapidement parce que là, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de tout voir. C'est les freins qui sont liés à la diversité. Il peut y avoir des personnes issues de la diversité qui rencontrent des freins uniquement parce que justement, elles ont des origines peut-être différentes. Et ça, c'est valable. C'est une vraie réalité. Il y a un film qui s'appelle Le plafond de verre de Yamina Benguigui à ce propos, consacré au plafond de verre des personnes issues de l'immigration. Ensuite, il y a un autre frein qui est, je vais vous le montrer celui-là. Je n'aurais pas pu faire cette carrière si mon mari n'était pas là en soutien, à la fois moral que soutien matériel. Ça, c'est évident. Je me demande toujours quand est-ce qu'elle voudra s'arrêter. Ça, c'est la question à chaque fois. Mais jamais. Ouais, Tu as la réponse. Donc c'est des fois un peu pesant de savoir. En fait, c'est surtout savoir comment on va pouvoir s'organiser la vie de famille autour de tout ça. Hein. À votre avis, votre femme va-t-elle devenir directrice de magasin un jour? Franchement, j'en ai bien peur. Je n'aurais pas pu faire cette carrière si mon mari n'était pas là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est, on voit que l'entourage familial peut intervenir en soutien de notre carrière ou au contraire, ça peut être un frein. Donc l'organisation familiale et puis le soutien de l'entourage sont importants. Là, je vous montre un autre extrait. Je suis une promotion interne, donc avec une jolie évolution sur ces dernières années. Et donc, il faut toujours montrer de quoi on est capable. Et je suis plutôt humble sur mes résultats. Et donc, du coup, j'ai tendance à ne pas me mettre assez, parfois, en avant. C'est un manque de confiance en soi, vraiment. L'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est la femme, ça peut être elle-même, ça peut être aussi question de rivalité, mais c'est aussi elle-même. Je pense que voilà, aujourd'hui, mes limites à moi, c'est moi. Donc, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Alors, comment vous appelez le frein de donc, la personne qu'on vient de voir qui s'appelle Magali? Comment vous nommez ce frein-là? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Alors, Zora propose l'autocensure dans le chat. Oui, c'est ça. Bravo, Zora. Alors, Zora, elle connaît déjà. Mais merci, Zora. C'est exactement ça. C'est l'autocensure. L'auto-limitation. Et ça, c'est un frein sur lequel on peut travailler assez facilement, j'ai envie de dire. Parce que il y a des freins externes qui sont plus compliqués à modifier parce qu'on n'a pas la main dessus. Mais les freins internes, on peut vraiment travailler en profondeur là-dessus. D'accord ? Voilà, donc là, on résume. Je vais résumer avec cet extrait tous les freins qu'on a vus et puis peut-être même certains qu'on n'a pas vus. Et puis après, on va passer aux exercices bientôt. Pris séparément, chaque obstacle n'est pas grand-chose. Mais mis bout à bout, si nous reprenons depuis le début, manque de confiance en soi, tâches ménagères, éducation des enfants, sexisme, machisme, ça commence à faire beaucoup. D'autant que c'est insidieux. Finalement, seule la maternité est facile à repérer. Quoi, Catherine, vous êtes en clope? Non mais vous avez oublié nos accords, là. Je vous avais dit pas avant 6 ou 7 ans. C'est un accident, c'est ça? Bah, vous pouviez pas faire attention, non? La contraception, ça vous dit quelque chose, hein? Et évidemment, j'imagine que vous voulez le garder. Concernant mon évolution, forcément, on se pose la question.
Mais après, c'est le jeu. Enfin, voilà, la nature humaine fait que c'est la femme qui porte l'enfant. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Et forcément, comptablement, quand pendant 4 mois, on n'est pas sur son métier et on n'exprime pas ses compétences, c'est logique que ce soit décalé, que les évolutions soient décalées d'autant. C'est normal. Maintenant, c'est vrai que l'inquiétude quand même qui pointe, c'est de se dire, j'espère que j'aurai pas à refaire mes preuves, à refaire le parcours. Voilà, donc là on est dans la maternité, le frein principal, et puis on a un résumé de tous les freins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, il y a un certain nombre de freins c'est la somme de tous ces freins qui contribuent à créer ce plafond de verre en fait. Quand j'ai enquêté pour faire le film d'Entreprise et les femmes, je voulais une réponse claire, nette et précise sur les origines du plafond de verre. Je me disais que ça allait être plus simple, je voulais trouver des solutions. Et en fait, c'est tellement de paramètres différents, de petits freins ou de grands freins mis bout à bout qui font que c'est complexe d'agir dessus. D'accord ? Et dans les extraits, je n'ai pas insisté là-dessus, mais on a aussi l'histoire qui compte, l'histoire de la place de la femme dans la société qui est très importante. On est issu d'une société profondément patriarcale qui a un rôle prédominant dans la situation des femmes. On en hérite aujourd'hui. Et le déclic que j'avais eu pour réaliser l'entreprise et les femmes, c'est quand j'étais tombée sur une donnée, une date. C'est qu'une femme a le droit de travailler sans l'autorisation écrite de son mari, donc ça c'est en France, depuis 1965. Et elle a le droit aussi d'ouvrir un compte bancaire depuis 1965. Vous voyez, elle a été sous la tutelle soit d'un père, soit d'un mari pendant des années, et on hérite de ça. Voilà, donc tous ces paramètres mis bout à bout doivent être, vous devez en avoir conscience pour pouvoir agir et trouver des leviers. Alors, on va avancer je vais repartager, j'ai arrêté le partage. Donc, à chaque levier, c'est là. OK. Il y a des freins et en face, on peut mettre, il y a des leviers. D'accord ? Donc, quand on a par exemple le frein à l'absence de cap et d'objectifs précis, on en a parlé tout à l'heure. Le levier en face, c'est de travailler sur la définition de son objectif professionnel. Quand on évoque la maternité, la culpabilité maternelle aussi, je n'ai pas d'extrait là-dessus, mais ça existe aussi, le présentéisme. Le levier à mettre en place, c'est peut-être apprendre à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Quand on parle d'autocensure, d'autolimitation, on peut peut-être travailler sur comment faire sauter ses croyances limitantes. C'est d'ailleurs l'exercice que je vais vous proposer tout de suite après. Voilà. Le manque de confiance en soi, l'humilité, bien l'idée c'est de prendre conscience de son potentiel, développer sa confiance en soi, oser exercer son leadership. Le manque de visibilité aussi, c'est d'essayer de pratiquer l'auto-marketing, développer son aisance orale et cultiver son réseau. Voilà. Et puis concernant le machisme, les stéréotypes de genre, le sexisme ordinaire, peut-être qu'il faut aussi apprendre à développer son sens de la répartie. Alors, lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir la mixité comme facteur de performance tout seul dans votre coin, ça va être compliqué. Mais justement, c'est quand on met en œuvre des actions de sensibilisation, quand on essaie de changer les mentalités, quand on prend conscience du plafond de verre et qu'on met en œuvre des actions, on travaille là-dessus. Et l'éducation aussi, des petits garçons, des petites filles, ça joue. Voilà. Donc, je fais juste un focus sur le syndrome de l'imposteur et de la bonne élève. Et puis après, je vous propose un exercice. Alors, est-ce que ça vous parle ? Oui, Marie-Fred Desbonchons. Oui, c'est moi la DRH. Vous m'interviewez ? Oui, je pense pas que ce soit une bonne idée.
En fait, ça fait que, ça fait que 5 ans que je suis sur ce poste. Il y a des gens qui sont plus compétents. Enfin, je suis plutôt mauvaise oratrice. Puis je passe pas bien non plus à la caméra. Je me sens pas très légitime pour être interviewée. Puis ici, c'est pas très bien vu en fait dans mon bureau. Ah mais Thomas, c'est une excellente idée. Merci. Bonne journée. Oui, allô? Oui, c'est moi le DRH. Une interview? Ah, vous tombez très bien. Ça fait 6 mois que je suis là, mais je peux vous dire que j'ai déjà plein d'idées et plein d'analyses à donner. J'ai déjà eu l'occasion de faire ça à plusieurs reprises. Ça avait été très apprécié. Je peux vous envoyer des précédents articles si vous voulez. On fait ça quand? Parfait. Par contre, au niveau de mon agenda, je suis très chargé. Au revoir. Voilà, donc là, les vidéos, elles sont issues de la Fabrique RH. C'est les vidéos 15% que je vous encourage à regarder. Donc, Laurent, si vous pourrez communiquer le lien plus tard, n'est-ce pas? Fait. C'est vraiment intéressant, c'est un bon support de travail, de réflexion. Est-ce que pour vous, le syndrome de l'imposteur, ça vous parle? Est-ce que quelqu'un veut partager son expérience? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Alors, non. Il veut se lancer. C'est compliqué de partager l'expérience. Il faut se lancer, c'est pas évident. Parce qu'on ne se connaît pas encore assez, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, je vais poursuivre. Donc, ce qui se passe, oui, voilà, juste une donnée avant. On dit souvent qu'un homme postulera à une annonce d'emploi s'il pense avoir 70% des compétences, et une femme, elle aura besoin de 100% des compétences pour oser postuler. Ça, j'illustre le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est par exemple quand vous attribuez facilement les échecs, mais pas les réussites. Vous ne vous sentez pas à la hauteur ni à votre place. D'accord? Comme la dame qu'on a vue dans l'extrait, un sentiment d'illégitimité qui n'est pas, la plupart du temps, pas du tout justifié, puisque la personne, l'agent féminin filmé avait une grande expérience. D'accord? Alors, vous pouvez aussi éviter de prendre la parole en public par peur d'être démasqué, qu'on vous pose par exemple une question piège à laquelle vous ne pourriez pas répondre. Et vous perdez beaucoup de temps et d'énergie à penser à ce que les autres peuvent penser de vous. D'accord? Et ça, c'est lié à un fort besoin de reconnaissance et à un manque de confiance en soi. Ok? Voilà. Alors maintenant, la bonne élève, ça ressemble aussi, c'est un peu un profil qu'on retrouve assez facilement. Alors, la bonne élève, en fait, c'est peut-être une personne qui va faire son travail bien dans son coin, avec professionnalisme, mais très, très discrètement, on va dire. Elle va rester en retrait, d'accord? Et voilà, l'idée, c'est très, très perfectionniste, mais on ne va pas voir tout ce qu'elle fait, en fait, parce qu'elle va elle va bien faire son travail, mais dans son coin, d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle attend qu'on vienne la chercher, que les autres lui accordent une promotion, en pensant qu'elle va être reconnue uniquement parce qu'elle fait du bon travail. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas penser à elle parce même si elle travaille bien, elle ne fait pas savoir, il n'y a pas le faire savoir autour de son travail. Et quand il y aura une opportunité, on ne va pas penser forcément à elle. Voilà, alors là, un levier, je parle d'un levier qui est assez simple à mettre en place, c'est qu'au-delà du savoir-faire, il faut faire savoir. Et quand on arrive à cultiver les deux, le savoir-faire et le faire savoir, là, on commence à être un leader. D'accord? Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais il y en a qui parlent toujours de leur travail, mais il n'y a rien derrière, c'est creux, etc. Ça, on ne tient pas longtemps avec les sbroufs. L'idée, c'est quand on a les deux, c'est là qu'on a trouvé sa juste place. Okay? Alors, moi, je vais vous conseiller, je vais donner quelques conseils pour augmenter votre visibilité. C'est de vous mettre en scène le plus souvent possible, de présenter le plus souvent possible
à l'oral le travail que vous avez effectué. Parce que c'est celui qui présente dont on se souvient. C'est comme le présentateur du JT à la télé, on se souvient de lui, on le connaît lui, mais toutes les personnes derrière qui ont fait le travail, toute la rédaction, je suis sûre que vous connaissez aucun nom. Pourtant, il y a des gens derrière qui travaillent et qui travaillent très bien, d'accord? Donc, osez vous mettre en avant en présentant le travail que vous avez fait pour pas que quelqu'un d'autre s'attribue le travail, d'accord? Voilà. Je vous propose aussi de participer à la rédaction de revues, de journaux internes pour augmenter votre visibilité, d'accord? Alors maintenant, on va entamer, pour les quelques minutes qui nous restent, peut-être essayer de réfléchir à vous, quel serait le plus grand frein à votre carrière. Ensuite, réfléchissez à une croyance limitante qui pourrait être à l'origine de ce frein. Et ensuite, l'idée, c'est de transformer cette croyance en une phrase moteur pour vous. Alors, un exemple. Si vous souffrez du syndrome de la bonne élève qui fait bien son travail dans son coin et mais qui n'en parle pas, vous avez peut-être, il faut réfléchir un peu à des petites phrases que vous auriez pu entendre dans votre enfance ou adolescence ou même plus récemment, qui auraient pu vous bloquer par rapport à la question de la visibilité, le fait de se mettre en avant. Voilà, je donne un exemple. Vous avez peut-être pu avoir des parents qui vous disent attention, fais pas trop de bruit, il faut pas déranger, il faut pas se faire remarquer, les autres d'abord, faut se faire tout petit, etc. Et après, l'idée, c'est en réfléchissant à cette croyance-là, limitante, se dire comment je peux la transformer pour que, voilà, que ça reste pas ancré, mais au contraire, que je me dise, oui, j'ai le droit de prendre ma place et de m'exprimer à la juste valeur. C'est pas parce que je m'exprime que je vais déranger les autres. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'on ne se connaît pas, mais si certaines personnes veulent peut-être partager une petite phrase qu'ils auraient pu entendre dans leur enfance ou plus tard, écoutez, il y a un espace de parole qui s'ouvre à vous. Il ne reste pas beaucoup de temps, je suis désolée, mais si certaines veulent en parler ou bien poser des questions, tout simplement. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur un des 3 points? Après, je vois que Bérangère a levé la main. Peut-être qu'on peut revenir en mosaïque. Tout à fait. Je vais enlever le partage et on va revenir en mosaïque. Merci. Ah voilà, c'est plus convivial la mosaïque parce qu'au moins je vous vois. Oui, non, je voulais dire, c'est pas tellement une phrase entendue, mais c'est plutôt quelque chose, je sais pas, peut-être intégré tout le temps. Le fait que de faire bien, c'est normal et que c'est pas forcément voilà, une raison pour se mettre en valeur ou quoi, et qu'en fait, c'est tout à fait normal, quoi. D'accord. Faire bien, c'est normal et donc il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas l'opportunité de dire ce que vous faites. C'est pas la peine de le dire, c'est ça? C'est ça, oui. C'est qu'au final, c'est se mettre en valeur pour rien ou en fait en faire trop, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, comment on pourrait transformer cette croyance en une phrase qui soit moteur pour vous et pas bloquante? Alors là, j'ai le droit de me mettre en valeur et ce n'est pas forcément négatif ou mal vu. Oui, alors dans la phrase qu'on peut élaborer, on va enlever tout ce qui est négatif justement. Tous les mots un peu négatifs, on ne va pas les mettre. On peut se dire, j'ai le droit, j'ai des réussites, je peux communiquer sur mes projets et les réussites que je vis au travail, comme dans la vie personnelle. Je communique, je suis fière de mes réussites et je communique à ce propos
quand j'en ai l'occasion. Après, c'est pas, on vous demande pas Il y a toujours la peur de l'arrogance ou de la prétention, en fait, j'ai remarqué chez les femmes que j'accompagne, d'en faire trop. Mais avant que vous en fassiez trop, je trouve qu'il y a une marge assez énorme que vous ne franchirez jamais. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En faire trop. Ouais, Il y a de la tout à fait marge. vrai. Voilà, donc c'est déjà un premier exemple. Est-ce que Moi, je vais quelqu'un prendre d'autre là-dessus. veut... Oui, Je vais merci prendre là-dessus. Marie-Thérèse. Moi, je suis passée d'une phase assez effacée, parce que culturellement d'origine italienne du Sud, donc les hommes sont quand même très présents. Ah oui. Donc, une parole dans mon enfance, oui, à la naissance d'un petit cousin, ma grand-mère qui m'a dit, oui, bah, c'est bien que ce soit un petit garçon, parce que vraiment, les filles, ça ne vaut rien. Donc voilà, c'était un petit peu, dans son idéal, c'était de dire, bah, quand on est une femme, c'est plus compliqué quand même, et il vaut mieux être un homme de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, je dirais donc une phase un petit peu où j'ai eu du mal à m'affirmer. J'ai mis beaucoup de temps. Et après, quand je me suis affirmée peut-être trop fortement. Donc, ça a été un peu l'inverse. Et je suis passée de quelque chose de... Et du coup, ça m'a sans doute peut-être... ça m'a pas forcément... comment dire, j'ai pas forcément eu de retour escompté en voulant être, en montrant de l'assurance que je ne suis pas intérieurement. Évidemment, j'ai pas cette assurance-là, mais j'ai essayé de montrer que voilà, j'ai de l'assurance, convaincue, des convictions, etc. Et dans le milieu où je travaille, c'est une femme qui montre autant d'assurance, qui a des convictions, qui se bat pour celle-ci, notamment sur tout ce qui est égalité homme-femme. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas simple. En tout cas, dans l'instance où je travaille, ça n'a pas été super bien perçu. Et du coup, j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai pris beaucoup de recul. J'essaie d'être efficace, mais voilà, d'être efficace dans tout ce que je fais, mais sans forcément être plus présente que ça, en me disant que les actes, les projets qui sont menés à bien parlent pour moi. Oui, on comprend mieux votre engagement par rapport à l'égalité homme-femme, comme vous nous racontez votre histoire familiale. Et là, il y a peut-être l'idée de trouver sa juste place. Voilà. Et après, la difficulté... je trouve, la phrase qu'on peut élaborer, en fait, c'est toujours à la première personne, pour vous l'approprier. C'est « je suis née femme », enfin fille, et je travaille à trouver ma juste place, la place que je mérite. Sauf que la difficulté, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que, comme vous le savez, je suis arrivée dans la région tardivement, avec un conjoint qui travaille dans les mêmes instances, et que, en fait, on fait toujours le lien avec mon conjoint où que j'aille. Voilà. D'accord. Ah, ouais. Par exemple, quand j'ai voulu postuler sur des postes dans la même organisation, le lien est fait forcément. Donc, pour exister en tant que femme, c'est compliqué. Il y a toujours un lien qui est fait, par exemple, avec un homme. Voilà. Je me rappelle d'une députée qui m'a dit un jour, vous voyez, Mme Pugliese, on demande toujours des nouvelles de mon mari, mais les hommes ne leur demandent jamais des nouvelles de leurs femmes. Oui, donc, pour dire, voilà, parce que je suis députée, je m'occupe mal de mon mari, il y a quelque chose comme ça. Quoi, voilà. D'accord. Non, mais il faut réfléchir à la phrase qui pourrait être la plus appropriée par rapport à, voilà, vous êtes unique, vous êtes née femme, et vous existez en tant que femme, et vous avez le droit de vous exprimer à votre juste valeur. Au niveau merci Marie-Thérèse pour ce partage. Au niveau du timing, je vois qu'on arrive au terme de notre rencontre. Je vais donc juste vous parler de... je vous laisse, en fait, l'exercice, vous pouvez continuer à le faire peut-être chez vous, si vous avez envie, parce que ça prend du temps de détecter les phrases qui ont pu nous encombrer l'esprit et nous freiner. En tout cas, vous avez l'exercice. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez me proposer votre phrase. Je vous donne donc mes coordonnées. Qui sont ici, mon mail. Et puis, en réalité, si vous voulez en savoir plus, il y a une formation qui est accessible donc, dans la fonction publique, un parcours long de 10 jours de formation répartis sur 9 mois quasiment. Et donc, toutes les informations sont sur ce site internet. Et en fait, on va travailler un frein, un levier. Et chaque frein fait l'objet quasiment d'une journée entière de formation. Donc, ce n'est pas en 1 heure que je vais forcément pouvoir travailler efficacement avec vous, mais en tout cas, c'est pour vous donner envie d'en savoir plus. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il nous reste 2-3 minutes, Laurent. Ou... On peut prendre 2-3 minutes s'il y a des questions, effectivement. J'attire juste l'attention sur le fait que Tiffaine a mis
à disposition dans le chat le lien vers les vidéos 15% qui ont été faites dans la fonction publique, qui ont été faites par la préfecture de région Île-de-France, et que le webinaire sera effectivement rediffusé dans la chaîne YouTube de la Fabrique RH, et vous aurez bien sûr accès à ce lien, on vous l'enverra dans les prochains jours. Ouais, c'est vrai qu'une heure, c'est court et tout à fait, c'est frustrant. Oui, c'est un peu frustrant, j'ai l'impression d'être passé vite, mais bon, en tout cas, c'est pour donner envie de poursuivre et de se poser les questions aussi pour avancer. En tout cas, sur l'autolimitation, j'ai lancé des pistes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture la séance? Qui veut éventuellement prendre la parole pour questionner, remercier Merci Laurent. Mais ça fait partie de l'ensemble. Il y a une ouverture et une fermeture, c'est important. Bon, je vois pas de main qui se lève, ni de micro qui s'ouvre. Du coup, si vous le voulez bien, Isabelle, je vais clôturer en remerciant tout le monde pour votre participation. Pour cet échange aussi, Isabelle, c'était très intéressant. Puis je trouve aussi le fait de pouvoir avoir travaillé sur les pistes de solutions comme ça, je trouve ça aussi assez riche parce qu'on a pu aller un peu plus loin qu'une simple présentation, ce qui est très, très riche. Et puis c'est aussi un peu ce que nous découvrons régulièrement dans les apartés, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveautés qui apparaissent, et puis c'est ce côté interactif qui est important. En tout cas, mille merci pour votre présentation. Merci à toutes les participantes pour vos interactions, pour votre présence, pour votre attention. Et puis, je vous laisse le mot de clôture, Isabelle, si vous le voulez bien. Merci à toutes d'avoir joué le jeu. C'est pas évident de se livrer comme ça. On avait commencé la rencontre avec le mot oser aussi. Quelqu'un a dit les femmes n'osent pas. J'ai envie de dire effectivement, s'il y a une chose à retenir aussi de cette rencontre, c'est se dire que l'idéal, c'est de oser petit à petit prendre sa place, mais pas comme ça tout d'un coup, mais pas à pas, se lancer des défis, où que vous alliez, peut-être oser prendre la parole, lever la main. Bon, là, il n'y a plus de conférences, mais quand on se retrouvait à l'époque du présentiel, peut-être intervenir, oser poser une question, vous ne savez jamais tout ce que ça peut vous apporter d'oser lever le doigt, la main, d'intervenir, prendre sa place. C'est étape par étape, et un jour, vous n'aurez plus peur de prendre votre place. Et vous aurez trouvé votre juste place. Ni trop peu, ni pas assez. Ni pas assez, ni trop, ni pas assez, d'accord? Le juste milieu, la juste place, et à ce moment-là, vous pourrez avancer de façon fluide vers une progression professionnelle qui vous rendra heureuse. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end à venir. Et puis, vous retrouverez effectivement le lien vers cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Fabrique RH. On vous enverra les liens dès qu'on aura effectivement mis ça sur la chaîne YouTube. Et puis, vous aurez du coup les coordonnées d'Isabelle qui apparaissent dans sa présentation. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, puis je vous dis à bientôt sur les apartés, et j'espère vous revoir rapidement. Au revoir. Merci. Merci Isabelle. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.